Bah, le grand enjeu, c'est de se réapproprier, la subsistance. C'est pour moi, un des éléments, forts du capitalisme industriel que d'avoir réussi à nous persuader qu'il pouvait remplacer, par la société, marchande, les sociétés de subsistance. Or les sociétés de subsistance sont éminemment durables et donc elles existent encore de façon très vigoureuse dans les pays du Sud, mais bien évidemment, l'industrie est là aux aguets pour les éradiquer et donc pour moi, résister à partir de la subsistance, à partir des pays du Sud qui sont bien plus fortement, implantés sur ces questions-là, ça me paraît majeur. La subsistance, en fait, c'est la capacité de pouvoir assouvir ses besoins élémentaires à partir de son milieu de vie. Ce milieu de vie, il est composé, de matières, vivantes, naturelles, même si aujourd'hui on est dans des milieux de vie extrêmement artificialisés, dans des sociétés, urbaines, industrielles et la subsistance, en fait, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut faire tout seul sur son île, comme a pu faire Robinson Crusoe, qui du reste avait un esclave. C'est donc ça, c'est vraiment un mythe, on va dire capitaliste. Les sociétés de subsistance, ça s'organise autour d'une toute autre, entité ou organisation humaine, mais pas qu'humaine, on verra, qui s'appelle, enfin qui que les anthropologues qualifient de maisonnée et le terme de maisonnée, c'est un terme que j'essaie de travailler, de reprendre parce qu'il y a à la fois le terme de maison dedans, mais ça renvoie aussi à des manières d'habiter et une maisonnée, au sens anthropologique du terme, c'est un regroupement de personnes humaines et non humaines qui cohabitent sous un même toit et qui travaillent précisément, qui œuvrent pour la subsistance commune. Donc en gros, une maisonnée, c'est pas une famille. Au sens, famille nucléaire du terme d'affection, une maisonnée, c'est avant tout un groupe qui va essayer d'assouvir quelques pas tous les besoins élémentaires, mais une partie et tout le monde, quel que soit son âge, son genre, qu'on soit de passage ou résident permanent, qu'on soit animal, domestique ou être humain, va y contribuer, et faire sa part. Donc les maisonnées, c'est très, comment dire? C'est le contraire d'un petit monde, resserré, c'est au contraire très, proliférant. Il y a beaucoup d'entités, qui vont cohabiter, coexister et travailler ensemble. C'est un groupe de travail, parce que la subsistance, ça tombe pas du ciel, ça ne coule pas de source, ça demande beaucoup de transformation des matières et ça a pour caractéristique aussi les maisonnées, d'être organisées autour de la naissance. Ça paraît singulier, mais la naissance, j'appelle naissance, la naissance d'un outil, la naissance d'animaux, la naissance de plantes, la naissance d'êtres humains. C'est-à-dire, ça travaille, des matières pour qu'elles deviennent propres à devenir des matières, de subsistance commune, mais il faut aussi les régénérer ces matières. Il faut prendre soin qu'elles puissent, être renouvelées. Et donc, de la même manière qu'on traite des semences, on va traiter aussi, tout un outillage et tous les êtres qui habitent, dans cette maisonnée vont veiller à ce que ces naissances aient lieu. Donc, là aussi, on pourrait dire, c'est pas du tout une naissance très genrée dans un hôpital, c'est vraiment une préoccupation, commune et puis ça a une autre, nécessité en fait, ce regroupement en maisonnée, c'est que, bah, ça permet en fait de faire un travail très coopératif. C'est de la coopération, au sens, mais une coopération, fondée aussi sur un régime sensoriel assez particulier puisque comme il y a des formes de coexistence, même si tout le monde n'est pas forcément dans une même pièce commune, même si ça peut aller évidemment avec des pièces communes, mais ça fait que, eh ben, tout le monde est un peu au courant de tout ce qui se passe. Puisqu'on transite dans cette maisonnée qui est un lieu et cette maisonnée dans laquelle on on coexiste, ça fait que de façon, en entendant un son, en voyant des choses, même si tout le monde ne fait pas la même chose, qu'il y a évidemment des divisions du travail, tout le monde a quand même peut participer d'une certaine mesure à l'activité de l'autre et donc c'est des maisonnées fondées sur des formes de polyvalence assez importantes. Ce qui est le contraire de la famille nucléaire de consommation, où là, les choses sont assez divisées.
Évidemment qu'on va associer ça à des formes de loisirs, hein, aussi, d'affection, partagée pour les familles, stéréotypiques, hein, comme un temps du repos, même si les femmes, ont été mis au travail, hein, par le travail domestique de consommation, on est bien d'accord. Donc là, c'est un peu dans la maisonnée, il y a quelque chose de beaucoup plus, coopératif, beaucoup plus de polyvalence, de possibilité de partager, en fait, un certain nombre de tâches, même s'il y a autant de maisonnées qu'il y a de sociétés de subsistance et de micro-régions et ces sociétés de subsistance, elles mettent au cœur enfin ces maisonnées, elles mettent pas simplement au cœur, de leur vie commune, la subsistance commune, mais la terre et je pense que ça, c'est un lien aussi avec, beaucoup de réflexions d'Achille, Mbembe, en fait, la communauté terrestre. C'est en fait, pour moi, enfin, la maisonnée, toutes les relations sont médiées par l'appartenance à un lieu. Quand je dis appartenance, c'est pas appartenance nationale, ce lieu c'est le fait d'être à ce moment-là sur un coin de terre qu'on va dont on va essayer de tirer une forme de subsistance. Donc les relations sont médiées par ce lieu parce que ce qui va primer pour les cohabitants de ce lieu, c'est que le lieu leur survive. C'est ce lieu en fait qu'il faut faire vivre pour d'autres, pour autrui et donc ça c'est aussi quelque chose qui différencie vraiment, par rapport à un capitalisme déterritorialisé, voilà, qui va produire en série, sans se préoccuper en fait des lieux. Oui et le mot d'ancrage, est d'autant plus important que c'est pas un enracinement, parce que, on peut lever l'ancre. Donc moi j'essaie beaucoup de penser beaucoup avec des populations nomades parce que j'ai travaillé aussi sur des alternatives, dans lesquelles une partie de la population, fait un tour des alternatives avec, des militants qui vont et qui viennent. Puis je sais qu'il y a beaucoup de populations nomades dans le monde qui ont été d'ailleurs, sédentarisés, de façon, forcée, dont une partie, subsiste encore et donc l'ancrage, c'est vraiment l'idée, une fois que ce moment, cet espace-temps, plus ou moins long, on va poser, ses valises, son ancre et essayer de que se passe ce moment de passage, soit le plus respectueux, et le plus enchevêtré possible avec des entités vivantes avec lesquelles il faudra coexister, cohabiter, et ça implique quand même de s'ancrer et donc au sens où et je le dis d'autant plus que on est tellement, enfin, finalement, quand on est déterritorialisé, qu'on habite dans un appartement, quels que soient les matériaux industriels, ce sera les mêmes qu'on soit à Dubaï ou je sais pas dans quel, pavillon, c'est parce que c'est ce qui a été distribué de cette manière-là par la société, marchande standard. Mais cet ancrage, ça implique donc de vieillir avec des êtres des entités qui vont vivre très longtemps, comme des minéraux, on saccage pas un sol comme ça, on le terrasse pas de cette manière-là et il a mis des millions d'années à se créer ce sol donc un peu de respect quand on est là que pour une soixantaine ou une centaine d'années. Il y a évidemment des arbres qui durent très longtemps et donc pour moi, voilà, l'ancrage, c'est cette alternance entre des populations qui vont, en tout cas, en se transmettant la mémoire, connaître la mémoire d'un lieu et de ses capacités de régénération, de tout ce qui des coexistences, et puis d'autres qui vont passer et qui vont probablement et on l'espère, enfin, aussi transmettre en passant de lieu en lieu, des tas de choses, de bonnes choses à faire et donc cet ancrage, ça permet ce double mouvement. Oui, alors, il y a vraiment un démembrement, par le capitalisme, qui évidemment commence, par la colonisation, hein, et heu qui va en fait, enfin, je pense notamment, enfin, c'est une histoire, de longue durée et je vais pas pouvoir comme ça brosser aussi rapidement, que ça tout le processus. Mais en fait, le principe est d'anéantir les maisonnées et les organisations
en regroupement de maisonnées, puisqu'en fait, on peut considérer que les villages, mais des quartiers urbains, c'est des regroupements de maisonnées qui sont parfois sur plusieurs régions, de disloquer, ce type de regroupement pour lui substituer celui d'une famille très réduite, souvent un couple hétérosexuel avec 2 enfants. On oublie les parents, on oublie les animaux domestiques, on oublie le la terre qui va avec, heu, avec un travail de l'autre côté et de ce faisant, en fait, de créer, la nécessité de travailler contre argent, en dehors donc de la maisonnée, pour ensuite acheter des objets qui, auparavant, étaient pour partie créés et produits dans les maisonnées ou entre les maisonnées. Parce que pour installer une société de consommation, le besoin d'en passer par cette chose très abstraite qui s'appelle de l'argent. C'est-à-dire, je veux boire, tiens, je prends de l'argent et j'achète de l'eau. Je veux du lait, tiens, enfin, c'est pas évident comme geste sur le plan anthropologique de faire cette opération systématique pour ne serait-ce que manger. Et donc ça a été tellement long et tellement complexe à mettre en place qu'il a fallu 200 ans d'éducation ménagère, de cours de sciences ménagères pour acculturer aussi bien les migrants ruraux qui arrivaient à Ellis Island aux États-Unis pour qu'ils débarquent dans la société de consommation. Ils avaient des cours d'éducation ménagère et en France, ça a perduré jusqu'aux années 60-70, parce qu'on a de fait eu des sociétés, rurales encore très développées, en France et dans beaucoup de pays. Donc en fait, on c'est un peu l'histoire, qu'on met de côté dans l'histoire de l'installation du capitalisme, c'est qu'il a donc fallu apprendre, à se chauffer en passant à chauffer, pour la cuisine, à enrôler en quelque sorte tout un genre qui va être genré, du coup, les femmes, dans cette chose très particulière qui n'existe que dans les pays développés, qui s'appelle le travail domestique de consommation. Il y a pas d'équivalent en dehors de la société industrielle et qui donc consiste à savoir acheter et ce qu'il faut et comment les transformer, parce que le capitalisme ne transforme pas tout. Il laisse beaucoup de choses à faire, à la maison et ça va passer pour un travail qui n'est pas un vrai travail. Alors qu'il viendrait à l'idée de personne dans une société de subsistance que le travail d'aller chercher de l'eau, d'allumer le feu ou, de s'occuper du petit élevage domestique ou des semences, que c'est pas un travail vital. Donc après, il y a des forcément, je dis pas que c'est des sociétés idéales qui ne sont pas patriarcales, où il y a pas de violence, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est reconnu comme un travail vital. Les sociétés de consommation vont faire que le travail domestique, les femmes vont se retrouver à faire du travail domestique qui va être disqualifié et qui vont vouloir s'empresser de faire autre chose que du travail domestique, c'est bien normal. Éduquer des petites filles à devenir des cadres, enfin à faire des études, on va donc se débarrasser de ce travail, de subsistance, mais qui subsiste, c'est pas possible, il faut bien qu'il y ait des personnes qui extraient des choses de la terre, qui les transforment à un moment donné, même si après ça passe à la moulinette de l'usine ou ça repart dans des containers. Et donc, ce qui est intéressant et ça on le voit avec Silvia Federici, Vandana Shiva, Veronica Bell-Holthausen et Maria Mies, qui sont des féministes de la subsistance, elles sont très, elles expliquent qu'on ne peut pas, penser au confort moderne sans penser à toute la chaîne de femmes, qui se trouvent à l'autre bout de la planète, dans un champ, en train d'être encore en société de subsistance, afin de justifier que leur mari, leur père, leur frère ouvrier, qui va partir en exode rural soit sous-payé, par des entreprises, néocoloniales ou coloniales, industrielles. Parce que justement, il y a encore du travail en nature qui leur permet d'être si peu payés. Ils sont pas encore dans l'aboutissement complet de la société de consommation. Ce jour où ça arrivera, il faudra les payer davantage, ce qui n'est pas l'objectif du capitalisme. Donc en fait, à l'autre bout, on se retrouve avec, des sociétés, des maisonnées un peu démembrées, en fait, hein, où les femmes occupent, un rôle majeur, en fait, hein, aussi sur le front de cette subsistance, qui subsiste et donc ça fait une économie, mondialisée, en fait, hein, qui du coup, rend un peu compliqué l'idée d'envisager une émancipation, à partir de l'émancipation du travail de subsistance. Parce que ça implique que de toute manière, en bout de chaîne, quelqu'un le fait
et quelqu'une en l'occurrence, des paysans et des paysannes du sud, hein, qui souffrent, et des ouvriers aussi et des ouvrières exploitées et en même temps, la vie domestique, le travail au foyer, enfin on voit enfin c'est ça qui est aussi intéressant. C'est aussi de la subsistance qui subsiste parce que évidemment qu'on peut pas tout, acheter. Il y a beaucoup de choses qui sont refabriquées, beaucoup de formes, encore, maintenues, qui rendent, ce travail domestique aussi, plus, enfin même Bell Hooks par exemple, je pense à qui en fait elle dit le foyer en situation, quand on est, esclave, et post-esclavagisme, ça a pu être un lieu de refuge quand on était soi-même domestique chez les blancs et c'était des lieux de finalement, de relative, liberté et d'une autre c'était pas la même exploitation. Donc il s'agit pas de faire du foyer, de consommation, quelque chose de forcément aliénant. Ça peut être aussi, comme dit Silvia Federici, le point zéro de la révolution. Donc en fait, c'est à la fois, ce qui subsiste de subsistance très réduite et ça peut être là le creuset, d'une quotidienneté réinventée. Parce que moi, le quotidien, c'est vraiment ce qui me passionne. Oui, alors c'est vraiment des personnalités qui m'ont profondément, marquée, c'est des personnes que j'ai découvertes séparément pour découvrir ensuite qu'elles étaient, reliées. C'est d'abord Vandana Shiva et Mariamis qui ont coécrit un ouvrage qui s'appelle Écoféminisme, qui est le premier livre qui s'appelle Écoféminisme, qui est traduit en français et puis ensuite, j'ai découvert que Mariamis avait écrit avec Veronica Benoll-Thompson et Claudia von Werloff et qu'elles avaient créé un féminisme, qu'elles vont qualifier de féminisme de subsistance. Elles vont vraiment créer, hein, tout un programme, de recherche, d'enseignement autour de la notion de subsistance. Elles écriront un ouvrage qui a été traduit qui s'appelle, La subsistance et leurs concepts, en fait, elles sont toutes les 3 enfin, je pense à de Vandana Shiva à Mariamis à Veronica Benoll-Thompson, toutes les 3 pensent avec des paysannes, des pays du Sud. Mexique pour l'une, l'Inde, pour Vandana Shiva et Mariamis et elles voient, en fait, la catastrophe des sociétés, vernaculaires, l'éradication, des sociétés paysannes remplacées par la révolution verte et voilà, une révolution, voilà, agro-industrielle, dont elle voit des effets, sur les relations entre les genres, en fait, hein, avec les femmes qui se retrouvent dans une position de subordination, extrême et elles sont, à partir de là, en fait, créer, cette notion pour justement écrire un contre-récit de l'installation, du capitalisme, un contre-récit, qui est la face cachée, en fait, de l'accès des femmes au salariat ou de l'accès des femmes au savoir universitaire, en montrant que ça s'est payé d'un prix très fort. Ça s'est payé, de la fin d'un pouvoir, d'autres pouvoirs dont elles disposaient. C'est pas comme si elles passaient de zéro pouvoir à tout d'un coup, le pouvoir de gagner de l'argent. Elles avaient le pouvoir textile. Être tisserande, c'est pas rien. Être couturière, c'est pas rien. Dans beaucoup de sociétés, c'est empreint de magie, de sacré, et puis encore une fois, on ne se promène pas complètement nu, donc c'est pas voilà. Le pouvoir des semences, de garder des semences, de tous les potagers en fait, ça c'est quelque chose qui est traditionnellement les anthropologues voient bien dans beaucoup de sociétés, humaines, les femmes se retrouvent en charge, du potager et donc aussi des semences, du petit élevage aussi. C'est fait partie des dans la division genrée du travail assez, c'est et ça aussi, on se dit entre les vêtements, le petit élevage et le potager, on peut faire un monde de femmes sans hommes. Elles ont une forte autonomie, alimentaire, hein, et donc elles avaient un sacré pouvoir et puis évidemment le pouvoir de la connaissance des plantes, le pouvoir de soigner. C'est des soignantes. Donc en fait, la terre, le milieu, de vie, aussi bien des champs, des bois, enfin que des pierres, et des animaux, était immédiatement en fait, converti en matière
sur lesquelles elles avaient une forte autonomie et une grande prise. Et donc, réécrire l'histoire du capitalisme, c'est écrire l'histoire de la dépossession de ça. Et j'aime à citer le conte de fées de La Belle au bois dormant, dont vous savez que il faut que tous les rouets du royaume soient brûlés pour qu'elle échappe au, elle échappe à la malédiction, ce qu'elle n'échappera pas, et c'est un prince charmant qui la réveille. Donc on fait du rouet un truc maléfique, mais le rouet, c'est l'autonomie textile. J'ai pas dit qu'il fallait revenir au temps du rouet, mais c'est pour vous dire un peu notre imaginaire quand même très fort, qui donc nous berce d'idées de subsistance maléfique. Or, au contraire, c'est très bénéfique, et avec les alternatives écologiques, avec aussi ce qui est beaucoup dit dans les pays du Sud, enfin, je pense à la Via Campesina, en fait, avec la mise en évidence, en fait, de la nécessité de conserver des paysans et des paysannes. Là, on a une autre voie qui s'ouvre, et c'est très exactement ce que ces féministes de la subsistance essaient de 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 montrer. Elles ont moi j'ai un magnifique, schéma que je trouve très, très parlant. C'est une pyramide, mais qui est en fait un iceberg, et qui décrit en fait de façon, très visuelle toute cette histoire, d'invisibilisation de la subsistance. Elle montre que au sommet de l'iceberg, ce qui est visible, c'est le capital, l'argent, le salaire rémunéré en argent. Ça, c'est ce qu'on va dire, c'est de la richesse. Et puis elle trace une ligne, et puis elle dit: «Mais en dessous de l'iceberg», et en fait, il y a cette pointe ne tient pas sans ce qu'il y a en dessous. Si vous enlevez en dessous, déjà l'iceberg, la pointe est minuscule, mais en plus elle coule. Donc en fait, ce qui empêche la pointe de couler, tout en bas, il y a la nature. Alors appelez-la comme vous le voulez, les ressources naturelles, la nature culture selon Donna Haraway, je ne sais pas quel cosmos, mais en tout cas, il y a ces entités naturelles qui sont là. Sans elles, voilà, il y a rien d'autre, il y a rien qui se passe. Et après, elles font plusieurs strates au-dessus. Alors il y a évidemment le travail des paysans et des paysannes et des artisans qui sont en lien, très fort avec cette base. Il y a le travail domestique, parce qu'il ne se passe rien s'il n'y a pas de transformation, des matières. Et puis elle parle aussi du commerce informel, puisqu'en fait, il y a le commerce formel, mais il y a tout ce qui se passe dit informel, mais qui est la majorité des transactions humaines, en fait, qui se passent très largement du capital. Et donc ce qui est très intéressant quand elles expliquent ça, Veronica Bennell-Thompson et Mariami, c'est qu'elles disent: «C'est à la fois, réjouissant de se dire, en fait, tout ce monde de la subsistance en dessous, il est plus fort, il est plus grand, et au-dessus, ça tient pas s'il y a pas ça en dessous». Donc c'est à la fois, réjouissant, et en même temps ça révèle à quel point cette chose énorme est invisibilisée, réprimée, et en fait, elles ont écrit ça il y a 20 ans, et aujourd'hui, enfin même plus que ça, on a presque envie de se dire que ça s'est inversé. C'est que le cap i on essaie de réduire en fait la ta c'est comme si c'était à l'envers, voilà. Et ça, c'est le projet, capitaliste en fait, qu'on tienne sur le fil du rasoir pour tout remplacer en fait par le reste, qui est, ce fameux capital, et ce format de salariat. Et donc voilà, je trouve que c'est en tout cas une belle figuration sur, ce qu'est le capitalisme, et aussi des manières de le renverser, qui est à la fois, une utopie, mais donne l'ampleur du du travail. Parce que ce qui est assez, pour moi, particulier, en tout cas dans les pays du Nord, c'est à quel point les sociétés de subsistance, quand on en parle, les personnes s'en souviennent. Ça, voilà, ça éveille quand même on peut parler de grands-parents, d'oncles, tantes, d'arrière-grands-parents. On a encore des réminiscences dans sa chair, mais ça paraît vraiment d'un autre temps, et il y a des vraies amnésies. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, tout simple. Est-ce que on sait encore fabriquer des maisons? Je parle de la France, hein, je sais qu'en Afrique, on sait faire, avec de la terre. Et en fait, là, je vous parle d'une profession, maçon en terre crue, maçon en pisé, torchis, il y a en adobe, en bauge, enfin là, il y a toutes les régions de France. C'était une construction majoritaire. Ce savoir-là a été éradiqué.
et ça, il y a quand même c'est pas rien, c'est la peau de l'habitat n'est pas rien. On se souvient encore des paysans, on se souvient encore du potager, mais qui se souvient des filons d'argile avec lesquels il pourra bâtir, faisaient partie du savoir de base dans les régions qui ne fourmillaient pas de blocs de pierre. Toutes les maisons n'ont pas été fabriquées en pierre, heureusement. On avait largement de quoi faire. Donc c'était pour vous dire que les savoirs de la terre, parce que le savoir de subsistance et le savoir de la terre, en fait, ça peut disparaître très vite. Il suffit d'une première guerre mondiale, avec des tranchées, et puis il y a des maçons, une génération de maçons. Il suffit d'une deuxième guerre mondiale avec des toupies à béton qui débarquent pour tout retranscrire, tout rebâtir, et puis aujourd'hui, il y a plus c'est voilà. Oui, ça c'est vraiment, Veronica Melton et Maria Mies, quand elles ont écrit leur livre, La perspective enfin la subsistance, elles prennent la majorité des exemples dans les pays du Sud, en disant, «De toute manière, c'est là que ça se passe». Et puis il y a des résistances, très fortes, contre, cette, invasion, cette l'éradication aussi, de leur quotidien. Puisque quand on terrasse un milieu de vie, et ben, c'est toute la subsistance qui s'en va, donc les femmes résistent et sont sur ce front-là. Et donc, elles ont vraiment elles ont une perspective décoloniale. Elles enlèvent l'idée que ce serait, des femmes blanches et surtout pas le féminisme blanc qui viendrait, apporter, la lumière, aux femmes des Suds et au peuple des Suds en général. C'est vraiment à l'inverse et ça fait partie aussi la raison pour laquelle le travail de Maria Mies et Vandana Shiva est si beau, hein, c'est qu'elles se sont, unies, l'une et l'autre aussi pour raconter cette histoire. Donc c'est vraiment un exemple, à front renversé et ça reste, pour moi une inspiration, majeure. Elles disent de toute manière, les femmes, des Nords, les hommes des Nords, si on les libérait en fait, c'est comme des poulets, élevés, en batterie en fait et puis on les relâche dans la nature et puis on sait plus picorer des vers de terre et donc en fait, là, pour, tout le savoir-faire artisan, le savoir-faire commerçant, le savoir-faire du réseau, le savoir-faire de la maisonnée, il est, mais vivant, réinventé, modernisé aussi. Enfin, je veux dire, il est intriqué avec d'autres technologies, dans les pays du Sud qui déjà fait ce tressage garde, prend, voilà, fabrique de nouvelles, enfin fait continuer à évoluer en fait ces sociétés de subsistance qui sont tout sauf, immobiles. Nous de notre côté, on est plutôt dans la survivance folklorique ou des formes de nostalgie, réactionnaire pour certains, donc c'est pas l'avenir. Oui, parce que, bah, déjà, les pays du Sud ont des histoires migratoires, donc et sont en capacité de faire vivre des relations intercontinentales, et avec des maisonnées, qui sont sur plusieurs, continents, ce qui n'est pas rien. Juste par comparaison, dans les pays, du Nord, quand il y avait encore pas mal de mouvements entre villes et campagnes, hein, c'était très fréquent d'être toujours entre 2 lieux, avec un bout de la famille dans un bout de ville et un bout dans la campagne et ce lien-là est perpétué encore dans quelques régions, du sud de l'Europe. Donc ça reste quand même quelque chose qui est assez important dans les mobilités, intergénérationnelles et familiales. Du coup, la richesse, évidemment, ne se compte pas en argent. Ça se compte en, bah, réseau, déjà. Sur combien de personnes je peux compter? Et puis c'est pas simplement numérique, c'est pas combien, c'est la densité aussi, des liens, l'hospitalité qu'on va pouvoir se rendre, les échanges de services. Donc il y a quelque chose de relationnel qui est 1 et puis relationnel avec combien d'animaux je suis en relation? Combien de plantes? Voilà, il y a des c'est aujourd'hui, les plantes vertes de son balcon, ça suffira pas. Ça suffira pas du tout. Il va falloir rentrer en relation avec beaucoup plus de plantes et moi, mon pari, mais c'est un pari un peu, scientifique, on va dire, mais qui est militant aussi, c'est de me dire: «Eh ben, en fait, il y a des populations, des gens qui sont en train de créer des richesses, mais qui ne se comptent pas qu'en argent».
du tout, qui se comptent en relations sociales, en mouvement aussi de matière qui transite d'un champ à un bois, d'un bois à du pain, et donc c'est qu'on peut compter. On peut compter ce qui ne compte pas. Je ne sais pas si c'est-à-dire on peut compter ce qui ne compte pas, on peut au moins lui donner des ordres de grandeur, et donc c'est vrai que je me suis appuyée, là-dessus, sur une méthode qui s'appelle l'ethnocomptabilité pour évaluer ce qui compte, pour les gens qui comptent et ne comptent pas parce qu'en fait quand on dit mais pour qui, c'est que quand même, les personnes font des différences entre ce qui vaut la peine d'un investissement en temps, en argent, en 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 labeur et cetera et de ce qui n'en vaut pas la peine, et ces arbitrages, ces ordres de grandeur, c'est du temps, c'est aussi un peu d'argent dépensé, c'est des matières qui transitent, et l'ethnocomptabilité, ça consiste à rendre visibles toutes ces transactions. Vraiment, on va essayer alors on peut interroger, les personnes sur, combien ça a coûté, combien de temps ça vous a pris, avec qui vous avez fait cette activité. On fait ça dans des tableaux, on met ça dans des tableaux. À la fin, on arrive avec à un comptage en argent et puis évidemment, la principale colonne, elle est pas en argent, et donc c'est une manière de rendre visible ce qui est certes calculable, mais surtout ce qui ne l'est pas, et d'un coup, on voit bien que l'économie officielle qui n'aurait pris que, par exemple, le commerce qui a été des transactions en argent, a oublié la moitié de l'histoire, et donc l'ethnocomptabilité, c'est vraiment une façon de pister de toutes ces relations, non quantifiées, mais dont on sait bien que ça pèse dans la balance. Les gens le savent que ça compte. Bah, c'est une méthode de travail, qui s'intéresse au quotidien des personnes, et il se trouve que la vie quotidienne, c'est un régime d'attention, au cours duquel, en fait, on réfléchit pas, en fait, à ce qu'on fait. On a un certain nombre de gestes qui sont incorporés, routinisés, et donc quand on fait un entretien, par exemple, les personnes vous racontent pas, «Je me suis lavé les dents, ensuite j'ai pris, le métro». Enfin, il y a même en 5 minutes, il se passe énormément de choses. On va à ce qu'on estime être essentiel, ou pas, mais en tout cas, c'est assez convenu. Alors moi, je me suis dit avec toutes et c'est tout on est tout un groupe de recherche en ethnocomptabilité avec Alain Coutreau, qui a travaillé sur, qui a forgé ce terme, et aussi, cette méthode, et on s'installe chez les personnes, dans leur quotidien, et on prend tout en note. Tout en note, on est des scribes en quelque sorte, et les personnes vous parlent, on prend en note, on mange, on prend en note. C'est assez, épuisant, enfin en tout cas, il y a plein de versions différentes d'ethnocomptabilité selon les possibilités d'accueil, hein. Tout le monde n'a pas, la disponibilité, mais là l'idée c'est de pas trop perturber la quotidienneté. On prend des notes, on prend des photos, on renseigne, et l'enjeu ensuite, c'est de pouvoir synthétiser l'information dans des sortes de tableaux, qui vont faire des formes d'agrégation, de calcul, d'inventaire. On prend tout, on fait des inventaires complets d'objets, de transactions, et voilà, et puis on va aussi faire un récit parce qu'il y a l'idée qu'on on ne on pourrait très bien, résumer la vie à, j'ai dépensé tant et j'ai passé tant de temps, j'ai fait tant de kilomètres, mais en fait, ce qui compte, c'est l'évaluation. Puisqu'on sait bien qu'un kilomètre n'égale jamais un kilomètre. Un kilomètre avec une brouette et un enfant dans les bras, c'est pas pareil qu'un kilomètre en voiture. Donc en fait, il y a aussi l'idée qu'aucune unité, aucune mesure, n'a de sens par elle-même. Elle est en permanence évaluée par les personnes, et donc on sépare jamais, l'évaluation et de du chiffre ou des formes d'arbitrage, et donc ça permet aussi de rentrer très finement dans les arbitrages justement. C'est-à-dire, pourquoi moi les personnes avec qui j'ai fait cette enquête, qui sont boulangers paysans, qui vivent en yourte, qui ont 2 vaches, 2 chèvres, une petite fille, qui font du pain à la main. Pourquoi ils arbitrent? Pourquoi ils continuent à vivre de cette manière-là depuis 10 ans, une dizaine d'années, et ça leur semble une vie, riche et qui vaut la peine d'être vécue? Ils vivaient autrement avant, ils auraient donc ils ont eu cet embranchement, cette possibilité. Ils ont et je découvre par exemple, hein, en faisant cette ethnocomptabilité, qu'ils ont payé fort cher
le fait d'être propriétaires de leurs terres. Ce qui est pas quand on est petite, ils ont aussi une activité agricole, il y a beaucoup d'agriculteurs qui louent les terres, c'est beaucoup moins cher. Mais là, en fait, ils ont l'idée qu'ils vont vivre de façon complètement hétérodoxe et dans un monde où ils sont assiégés comme ça, il faut vraiment faire un pas de côté, pour pas et ben, en fait, ils veulent pas être expulsables. Ils veulent pouvoir replanter, organiser et donc ils sont obligés d'en passer par cette propriété, privée. Malheureusement, ils ont auparavant vécu dans un champ collectif, hein, donc ils ont une expérience communautaire et donc je vois bien que typiquement dans leur affectation budgétaire, soustraire de la terre aux pollueurs, pour faire des prairies dignes de ce nom pour leurs vaches, des bois bien entretenus dans lesquels il y a des vaches qui paissent, parce que c'est possible de faire paître des vaches dans des bois, aussi, et ben, ça implique de voilà, ils n'ont pas de parents agriculteurs, ils doivent une petite parcelle par petite parcelle. Voilà, donc on essaie de j'essaie de d'élucider des dépenses qui peuvent paraître, surnuméraires et d'autres dont ils arrivent parfaitement à se soustraire. Donc là, il faut essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'ils font à la place? Donc l'ethnocomptabilité, c'est vraiment rendre visible, tous ces échanges en fait, hein, qui font le tissu de la vie et qui permettent aussi d'expliquer pourquoi c'est vivable, donc il y a quelque chose de bienheureux. Pourquoi mais aussi des pièges, des obstacles, des choses trappes, donc qu'est-ce qui est pénible dans ce mode de vie aussi? Et aussi, enfin, dans mon idée, c'était pour tordre le cou à un autre stéréotype du capi c'est on parle beaucoup de récupération par le capitalisme des alternatives écologiques. Comme si l'écologie, c'était un truc, qui coûterait cher, qui serait juste, une sorte de politique de consommation et là, moi, je voulais savoir, bah, du coup, le capitalisme, il récupère combien d'euros? Pas grand-chose, en fait et il y en a pas beaucoup déjà. Le couple que j'étudie et donc c'était pour, dire: «C'est tout à fait viable». Enfin vraiment, voilà, viable en société de consommation, on est bien d'accord. Ils sont pas isolés, ils ont tout un groupe de copains qui a une vie très proche de la leur et la société paysanne réinventée qu'ils font en marge, hein, de la société, de consommation-production, évidemment qu'elle dépend aussi de l'État-providence, de beaucoup de choses. Mais en tout cas, ces alternatives sont viables. Elles ne sont pas subventionnées comme on pourrait, l'imaginer. Complètement, parce qu'en fait, il y a déjà le mot valeur, je ne sais pas si c'est un mot que dans le groupe ethnocomptabilité, on n'emploie plus. On lui on propose le terme d'évaluation. Comme ça, on évite de réifier la notion de valeur. Comme si l'argent avait il y avait une valeur et puis une valeur qui serait, intangible. Les marchés financiers sont suffisamment mobiles quand même, mais malgré tout, il y a des choses qui ont de la valeur dans le capitalisme et c'est l'idée que c'est un processus d'évaluation. Donc c'est avec des évaluateurs qui vont arbitrer. Donc ça réintroduit dans la notion d'évaluation l'idée il faut un groupe. Ça se fait pas, tout seul et même les oligarques, capitalistes, ils s'entendent entre eux, en fait, pour créer les valeurs qui leur conviennent. Donc l'évaluation, bah, par exemple, le processus d'évaluation, ça fait, des petits bois que Florian et Myriam, traversent tous les jours pour aller dans leur yourte. Ils disent: «C'est l'une de nos principales richesses». Quand, voilà, c'est leurs premiers mots quand j'arrive. Quand ils ont compris qu'ils devaient, m'expliquer un petit peu comment ils vivaient, on traverse le sentier, c'est la première chose qu'ils me disent. Ben voilà, ils ont redéfini la notion de richesse, redéfini, ce que devait avoir de la valeur, était digne, d'être réévalué et donc voilà, c'est vraiment un travail sur qu'est-ce qui va être, dévalué en fait dans le monde dominant? Qu'est-ce qui doit être réévalué? Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le livre de Maria Miss et Veronica Menol-Thomson. Elles ont une anecdote, elles commencent leur livre comme ça avec Hillary Clinton et ils demandent à Hillary si elle a une vache et Hillary dit que, bah, non, elle a pas de vache et puis ils disent: «Pauvre Hillary». Et donc c'est vraiment cette idée: «Ah! Vraiment?» On l'a plein alors elle a plein d'autres choses qu'elle n'a pas, hein, c'est pas simplement ça qu'elle n'a pas, mais elle l'évalue, elle, ces femmes, à l'aune
de ce qui fait la richesse, selon elle, en société de subsistance. Et donc ça permet aussi de voilà. Moi, je trouve que c'était un beau début d'ouvrage. Alors la notion de quotidien, c'est quelque chose que j'emprunte à Henri Lefebvre, en fait, qui est un sociologue, marxiste, qui va vraiment se s'inquiéter de la transformation de l'infrastructure de nos vies et il va opposer un quotidien, cyclique, paysan, extrêmement changeant, qui est celui, de la nécessité de s'adapter à son milieu de vie avec des aléas climatiques. Donc il fait du quotidien paysan un quotidien très très créatif et il l'oppose au quotidien standard, créer l'infrastructure, hein, de nos chaises, de ce qu'on mange, de nos vêtements par la société de consommation et qui va en plus faire quelque chose, de très singulier là aussi, qui est de cacher ou de rendre invisible la fabrique du quotidien. C'est-à-dire que quand on est dans une société de subsistance, c'est pas possible de pas entendre quelqu'un en train de chaudronner, de couper un arbre, des gens en train d'arbitrer, de discuter, voilà. La vie se passe au dehors en fait, hein, et dans le capitalisme, il y a une vraie séparation des sphères, la sphère du travail, la sphère de la famille, la sphère du politique et quelque cho les échoppes vont se fermer, les artisans vont quitter les rues, les usines feront des badges ou alors elles vont être délocalisées à l'autre bout de la planète. Donc la fabrique du quotidien nous arrive sous la forme achetable et donc on n'a plus accès, à ce processus qui donc peut être soumis à exploitation de la terre, des êtres humains, de tout. Pour s'en préoccuper, c'est pas si simple, hein, c'est rendu très abstrait. Donc ce quotidien standard très, oublieux de la fabrique du quotidien. Comment dire? Bah, c'est politique, en fait. C'est de la politique que de créer un quotidien qu'on va oublier et c'est politique aussi de vouloir rendre visible la fabrique du quotidien et en fait, il faut pas se dire que ces fabriques différenciées du quotidien, bah, voilà, c'est une sorte d'infrastructure matérielle et puis une fois que ça c'est posé, on peut faire de la démocratie et avoir des débats politiques. Ce qui est intéressant en tout cas dans cette approche, c'est de dire on ne c'est de l'infrastructure même de nos vies, de cette fabrique-là même de nos vies, c'est ça l'objet du politique. De toute manière, qu'on parle du cours du grain ou qu'en maisonnée, on discute de qui fait quoi, parce que là, il faut, moissonner et il faut que tout le monde s'y mette. Dans tous les cas, c'est des questions de ménage. C'est une économie ménagère. Il va falloir, se nourrir, mais c'est 2 manières très différentes d'arbitrer, des agoras très différentes. Il y en a une agora de spécialistes avec des experts qui, de façon descendante, avec des ultra professionnels, vont pouvoir dire à des exécutants quoi faire et puis de l'autre côté, la différence c'est enfin il y a bah, on peut il y a plusieurs enfin voilà, là, tout le monde a en vue le champ. Il est là, la décision ne se prend pas, hors sol, elle se prend les pieds, dans la terre, quoi et avec les outils en main et donc ça, et ben, ça crée, un quotidien, politique, au sens où la décision collective autour de comment on va fabriquer ce quotidien, qui va mettre la main à la pâte, combien de temps ça va mettre, avec quels matériaux, mais c'est des décisions vitales et elles sont éminemment politiques et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les groupes, je pense en lutte, hein, sur les questions environnementales, des luttes, heu, sur toute la planète en fait, hein, où là aussi, souvent c'est des lieux qui vont être occupés pour empêcher l'installation de ces grands, projets et qui vont justement réintroduire un quotidien au cours duquel, qui n'est pas un quotidien, qui va être caché, mais toutes les personnes qui viendront aider pour cette lutte participeront
à ce quotidien-là, et va même, l'un des objets de la lutte, c'est de rendre la lutte habitable et habitée pour pouvoir résister sur place. Donc c'est vraiment, un quotidien politique à tout niveau, aussi bien sur un plan, strictement, on va dire, domestique, de maisonnée, qu'en termes de lutte habitée qui inclut et qui montre que, dans le quotidien, va être préfiguré, en fait, le monde à venir, tel qu'il devrait être généralisé. Donc ce quotidien est politique et il l'est tout autant quand on pense que ce quotidien ne l'est pas. Oui, ce quotidien, de subsistance, en fait, il implique tellement d'arbitrage sur la matérialité, du monde, à tout moment, du lever au coucher, et aussi, il implique le fait qu'on puisse avoir des matières qu'on va suivre de leur naissance à leur mort jusqu'à ce qu'elles deviennent, déchets qui repart aussi dans le grand cycle. Mais donc on pourrait dire c'est un pistage d'amont en aval, et donc ça donne une prise énorme, en fait, sur la fabrique du quotidien. On peut remonter aussi dans une certaine mesure à la personne ou qui vous a fabriqué l'outil, à la provenance de certaines matières, même si ça n'empêchait pas le commerce au long cours, hein. Mais il y avait cette possibilité de suivi, en tout cas, des matières, et de réintervention dans le cours de la fabrique de la matière. C'est impossible, quasi impossible dans une société de consommation, tout le monde se plaint de ce qu'on appelle le service après-vente, et alors aller dire à l'ingénieur que juste il sait pas fabriquer, ni un four digne de ce nom, ni même, les tissus qu'il faudrait. C'est juste, impossible, en fait. Il y a une vraie rupture entre des experts d'un côté, le professionnel et la ménagère. Il y a même, qui ça s'est vraiment accru, ces distances à la fois sociales, des distances de genre, des distances, spatiales, et donc c'est embêtant parce qu'en fait, on aurait comme une sorte de gens, des experts, et ça amène à cette fameuse démocratie d'experts, et puis de l'autre, des gens qui seraient bons juste à suivre les préconisations, comme s'ils n'avaient pas voix au chapitre. Donc ça, c'est aussi un vrai souci parce que cette division du travail extrême, ben, en fait, ça fait des démocraties, particulièrement peu, directes. Oui, et je pense aussi qu'on a inventé des démocraties très particulières où on a donné des droits abstraits. Or, la société de subsistance, c'est pas abstrait. C'est, ce champ, j'y ai accès ou j'y ai pas accès? Je le peux, si voilà, c'est l'arbitre là, il y a pas de, il y a de la spiritualité évidemment, mais il y a un accès très concret aux matières. L'eau, je peux en prendre ou je peux pas en prendre, combien de temps, avec quel système d'irrigation, quel commun, quel collectif, et on a donc inventé une démocratie sans droit à la terre et à l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un droit foncier. On pourrait se dire: «J On a tous droit et toutes à un lopin de terre». On l'eau n'est pas privatisable, et ben, ça, c'est totalement oublié de nos démocraties qui pensent que par contre la liberté de quoi si j'ai pas l'accès, à la terre? Donc oui, ça c'est un vrai souci, et donc on parle beaucoup de domination, cumulée, croisée, dans une perspective, féministe intersectionnelle. Moi, je pense qu'il faut du coup ajouter, hein, parmi les discriminations, subies et les dominations subies, c'est l'interdit, de l'accès à un territoire de subsistance qui peut aller très loin. C'est que ça peut aller aussi à un interdit au savoir même de la subsistance. Parce que quand on perd le territoire ou le savoir-faire d'un milieu de vie,
En fait, on perd aussi le savoir qui va avec et pas un savoir qui s'est mis dans des livres. C'est un savoir qui s'est transmis oralement, c'est un savoir qui est mis dans le geste qui va être, repris, entendu, vu et qui se passe parfois d'explications, et de mots. C'est un autre langage. Donc en fait, s'il y a plus le territoire, il y a plus le savoir qui va avec ce territoire, donc en fait, ça crée des discriminations majeures et ça permet aussi peut-être de revisiter la manière dont on calcule les riches et les pauvres. Si on enlève, hein, le l'argent, et la dépendance au capital évidemment parce que, en tout cas, moi, je veux pas m'avancer sur des territoires que je connais pas et j'ai beaucoup travaillé sur la France, mais en tout cas, les alternatives écologiques que j'ai étudiées de personnes qui gagnent peu d'argent, mais qui par contre essaient d'avoir des terres en commun, de mettre en commun, des outils et évidemment qui luttent aussi en commun, estiment en tout cas qu'ils ont une vie tout à fait, désirable, extrêmement, pleine et pleine d'abondance et donc voilà, ça ils ne se définiraient certainement pas, comme pauvres. Oui, alors c'est pas pour rien, hein, que la terre, en tout cas dans les pays du Nord, appartient à quelques grands propriétaires, agricoles ou non, hein, ça peut être aussi des fonds de pension, elles appartiennent à des spéculateurs, enfin des beaucoup de sociétés immobilières aussi, mais les municipalités possèdent beaucoup de terres et donc là, il y a vraiment un levier intéressant. Elles possèdent aussi des terres agricoles, elles possèdent, évidemment de l'immobilier et donc voilà, il y a quelque chose aussi à travailler autour de cette, puissance publique-là. À ma connaissance, à part quelques jardins partagés aux portes des villes entre une autoroute, une voie ferrée, généralement pas dans les endroits les plus sympathiques, à ma connaissance, ça fait pas partie des politiques publiques. Hein, on ne donne pas, un bout de terre ou un bout de mer, aux gens et encore moins des terres en commun. C'est au contraire la chose honnie, et mise de côté, par les pouvoirs publics, à une exception près et je pense que de ce point de vue-là, il faut quand même essayer de soutenir, les mairies qui et les municipalités qui disposent de réserves foncières très importantes et qui auraient la bonne idée d'en faire autre chose que de l'agro-industrie ou des zones, pavillonnaires à l'infini. Il y a vraiment de quoi faire avec ces terres pour, les en faire des lieux de subsistance en commun réinventés, et donc là, il y a quelque chose de un levier, en fait, assez important, qui n'est ni l'État, déjà, ni non plus les particuliers. Donc dans l'immédiat, faute, en tout cas dans un régime capitaliste de propriété foncière, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations, faites pour acheter des terres en commun, faire je pense à Terre de Liens ou, enfin voilà, pour faire en sorte de sanctuariser aussi, des terres pour, qu'elles conservent leur vocation agricole. Hem et puis, en attendant aussi, beaucoup de petits, de foyers, mais aussi de collectifs achètent, des terres, souvent des friches, hein, on leur donne pas les meilleures terres, mais c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de combat, parcelle par parcelle, pour au moins en soustraire quelques-unes, à une pollution et à un terrassement, majeur, quoi. Bon, il faut pas être, angélique non plus, hein. Il y a des rapports sociaux de sexe, inégalitaires dans des groupes, alternatifs, qui n'échappent pas, hein, du tout à cette éducation, tout simplement, patriarcale qui se perpétue. Mais ceci étant dit, il y a, déjà, hein, des femmes qui vont se regrouper, et ça a été, étudié, par Constance Rimlinger, hein, des regroupements, de femmes, des regroupements queer aussi, pour justement à la fois lier l'idée de vivre alternativement en échappant à des dominations de genre et donc il y a des regroupements qui vraiment essaient de tenir ensemble ces 2.
ces 2 pôles et en même temps, si on est optimiste et là je voudrais, parler de l'utopie de Françoise d'Aubonne qui, dans les années 70, dit: «Bah, et si on misait sur les femmes?» justement pour changer le monde. Elle dit: «Les femmes, partout, on leur a promis, une émancipation, par les études, par le salariat, le travail et elles se retrouvent toujours à faire du sale boulot domestique» et donc en fait, ça fait une forme d'unité, en fait, entre des femmes de différentes, classes sociales et après tout, elle dit: «Après tout, c'est ce que le féminisme du MLF va dire, ça fait une force, collective assez importante qui, en capacité de se soulever, mais il faudrait peut-être pas que le torchon brûle, au sens où il faut justement travailler en fait, le fait d'être au contact des matières les plus viles pour, retrouver le sens, de ce qui fait la question de la beauté, de la subsistance partagée et donc à l'endroit même de cette, domesticité, ça peut être un levier, au contraire, pour, rebondir et réunir et elle dit, on a testé tellement, la solution des hommes, blancs qu'on est on ça coûte enfin, essayons les femmes. Donc c'est ce qu'elle dit et donc en tout cas, ça me paraît pas un hasard si les autrices, qui moi le plus m'ont le plus, marquée sont des féministes. Bah, je vais vous reparler des féministes de la subsistance, hein. J'ai du mal à les dissocier parce qu'elles forment un groupe, elles sont amies, elles ont écrit ensemble, elles ont théorisé ensemble, ce qui est pas banal, en fait, hein, pour des théoriciennes d'être écrire à autant de mains et en commun. Donc je pense à Maria Miss, Veronica Bennell-Thompson et Vandana Shiva et pour moi, ça a été, un soulagement en fait de les lire parce que, moi je partais de questions d'écologie et elles parlaient de subsistance et je trouve que ce terme, moi m'a tout de suite, parlé parce qu'en fait ça mettait en lumière, immédiatement, la fin des paysannes et des paysans. Moi mes grands-parents, sont étaient des tout petits, viticulteurs, mais vraiment, tout petits, hein, 8 hectares de terre et qui ont et donc j'ai grandi en fait dans une, ferme, on va dire, gelée, avec des outils, à la laissés à l'abandon en fait, voilà. Mais tout en ayant encore ces des petits bouts en fait de cette subsistance qui subsiste et beaucoup, beaucoup de bricolage, de travail, qui était encore très présent dans ma quotidienneté, familiale et dans ma communauté familiale parce que j'ai vécu en fait en maisonnée une partie de l'année et donc je me suis immédiatement enfin je me suis immédiatement figuré ce qu'elle disait des pays du sud. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu la fin de la fin des paysans dans ma propre famille et d'y avoir vu des femmes très fortes. Par ailleurs, tout à fait en capacité de travailler, et donc ça m'a aussi parlé de ce point de vue-là, parce que, j'avais dans l'idée que travailler la terre, c'était pas être dominé et que c'était un extrêmement important, même de la conserver et de continuer à tenter d'y vivre, même si c'était dans mon cas que pour des vacances, 3 mois dans l'année. Mais je pense que ça a rien à voir avec ce que Maria Amiss a vécu, qui est quand même une des il y a très peu de féministes, comme Maria Amiss qui ont été filles de ferme. Elle a été, fille d'agriculteur et elle a travaillé à la ferme, vraiment avec, ses frères et sœurs, assez durement, et ça je pense qu'elle aussi, elle a pas pu écrire une théorisation féministe qui fasse l'impasse sur cette histoire qu'elle n'avait pas du tout vécue aussi comme quelque chose d'aliénant
et elle décrit sa mère, avec beaucoup d'émotion, et cette transmission aussi par les femmes. Donc pour ça, ça fait beaucoup de raisons pour lesquelles, ça me ramène à une histoire, que j'ai eu la chance de connaître et que j'essaie de perpétuer aussi dans mon quotidien, aussi modeste, soit-il. Parce qu'en fait, dans la subsistance, c'est ça qui pour moi, m'a aussi, beaucoup plu, c'est qu'il y a pas de petite échelle, ni de grande échelle. C'est-à-dire qu'on peut militer pour qu'il y ait une réforme foncière, à grande échelle, mais on peut aussi se faire des petits territoires à sa toute petite échelle, et on peut tenir l'ensemble et se puiser dans l'une ou l'autre action en balancier, et donc ça aussi, c'est quand même assez, réjouissant dans un monde dévasté, parce que ça donne des modalités d'action très aussi bien modestes que gigantesques, et je trouve que, voilà, ces personnalités-là, c'est pas juste des théoriciennes, c'est des altermondialistes, d'ampleur énorme, qui soulèvent des montagnes, mais qui pour autant, dans leur vie aussi, ont, Veronica Benaltofsen, elle a été éleveuse, elle a été agricultrice elle aussi. Voilà, c'était pour vous dire, pourquoi c'est des personnalités si inspirantes pour moi.